Monsieur Alexandre Montesquieu, président de la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-Dretz, puisqu'elle s'appelle encore comme ça pour l'instant. Mesdames et messieurs les élus en diverses qualités, chers passionnés d'histoire, Madame Bordaz, messieurs Brunel et Roland et chers concitoyens. C'est toujours un grand honneur pour moi d'être reçu par la Société historique régionale de Villers-Cotterêts et ses membres. J'ai une profonde admiration pour le travail de fond effectué tout au long de l'année et mis en valeur à travers vos réunions et les journées comme celle d'aujourd'hui. Mais vous nous avez habitués à Villers-Cotterêts à jalonner notre parcours quotidien par des rappels à l'ordre, car l'action publique, c'est agir au jour le jour, trop souvent d'ailleurs, on n'a pas toujours le temps de prendre la hauteur nécessaire, mais merci de nous rappeler souvent l'enracinement dans l'histoire, ce qui nous permet aussi de replacer en perspective l'action qui est la nôtre au quotidien. Depuis plus d'un siècle, la Société historique régionale de Villers-Cotterêts étudie et met en lumière le patrimoine historique et archéologique de la ville et de ses environs, et plus généralement du Valois. Aujourd'hui, et pour la 7e fois à Villers-Cotterêts, vous recevez et organisez avec brio cette journée de la Fédération, apportant ainsi à votre manière une contribution au débat qui engage l'avenir culturel, social et économique de nos concitoyens sur le département. Donc travailler sur le passé, c'est aussi prévoir et préparer l'avenir. Nous sommes constamment fiers des richesses historiques que la ville nous efforçons quotidiennement de sauvegarder. Je pense notamment effectivement au château François Ier. Si son parc est régulièrement mis en valeur et animé par les nombreuses manifestations culturelles et associatives organisées sur place, l'édifice en lui-même constitue un dossier qui avance bien depuis quelques mois, bien que je le dis clairement aujourd'hui, rien n'est encore gagné. L'État, le principal propriétaire du château, supervise donc le suivi et la sauvegarde de ce monument via la direction de l'immobilier de l'État, la DIE, France Domaine, dont je salue l'implication, incontestable. Début 2016, ces services ont monté et lancé au niveau international un appel à idées rédigé en français, en anglais et en chinois. C'est-à-dire que cet appel à idées est clairement à vocation internationale, car bien évidemment les enjeux, notamment financiers, il faut le dire, dépassent aujourd'hui de manière claire les capacités financières, y compris de l'État. Le ministère de la Culture ainsi que le département de l'Aisne suivent de près les avancées du dossier. Je rappelle d'ailleurs que ce site a été attribué à la ministère de la Culture récemment, puisque France Domaine gère l'aspect domanial, mais qu'il a besoin d'un attributaire. C'est une règle générale, et c'est le choix qui a été fait, et nous avançons donc avec le ministère de la Culture, qui est partie prenante, et nous espérons bien sûr inscrira sa démarche dans le cadre de l'appel à idées, et uniquement lui. Je crois qu'il est maintenant, il serait dommageable que chacun avance de son côté sans pour autant s'inscrire dans cette démarche globale, quitte à bien évidemment à y répondre en faisant les propositions qui seront les siennes pour pouvoir venir compléter une démarche qui est maintenant bien avancée et qui a mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, y compris d'ailleurs les collectivités locales qui ont eu du temps à réagir. Mais je le dis aujourd'hui, notamment au nom du département, je suis également conseiller départemental, le département de l'Aisne a inscrit dans son schéma touristique départemental, pour la première fois de manière explicite, le château François Ier dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il va être inclus dans une mise en réseau des différents monuments qui sont à la fois sur le département de l'Aisne, mais aussi au niveau régional, donc en incluant le département de l'Oise. Donc il est clair que toutes les initiatives qui se manifestent aujourd'hui doivent s'inscrire dans le cadre de cet appel à idées, au risque, si ce n'est pas le cas, au risque de faire capoter le projet. Voilà, c'est le message que je voudrais faire passer, parce qu'il ne faut pas, une fois de plus, que nous dispersions. Trop de monuments aujourd'hui connaissent un état de délabrement souvent irréversible, parce que les acteurs publics n'ont pas su au bon moment appliquer, c'est une image que je dis souvent, ça fait parfois rire le préfet, mais la technique de la charge creuse, pour reprendre une métaphore militaire, qui consiste à concentrer l'effort pour pouvoir véritablement être efficace plutôt que de se disperser. Alors pour l'heure, je salue d'ailleurs au passage ceux qui participent pour l'instant à
à le maintenir dans le circuit, à le laisser visible, notamment l'Office intercommunal du tourisme, que je salue, et qui continue à promouvoir l'histoire du château François Ier à travers les visites du pavillon Henri II, notamment de l'ancienne capitainerie des chasses ou encore l'ancienne vénerie ducale. Il le fait d'autant plus, il y a d'autant plus de mérite à le faire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le site a dû être fermé pour des raisons de sécurité et qu'il lui est donc extrêmement difficile aujourd'hui de le montrer, mais il essaye de le maintenir dans un cadre, dans son circuit, malgré tout, et de ne pas le faire oublier. Donc je le remercie parce que la tâche n'est pas facile et les moyens sont limités, et ceux de la communauté de communes comme ceux de la ville sont forcément limités en ces temps difficiles de restructuration où on n'a pas forcément l'éclairage dans la durée, hein, où il faut avancer un peu au jour le jour, dans l'attente de différents chantiers, notamment on parlait de la loi NOTRe tout à l'heure, c'est qu'on ne sait même pas dans l'avenir sur quel périmètre on va pouvoir inscrire notre action durable, mais malgré tout, dans l'histoire de France, on vient d'ailleurs de le souligner, ce n'est pas la première fois. C'est un éternel recommencement. Alors, je voulais aussi saluer tout particulièrement Mme Bordas, parce que finalement, on a l'occasion de se croiser. Tout le monde vous croise, d'ailleurs, j'ai remarqué, au travers de vos différentes affectations. Moi aussi, j'ai déjà eu cet honneur, puisque vous parliez du château de Vincennes, et je vous remercie de faire ce lien, puisque j'ai moi-même œuvré pendant 25 ans au niveau qui était le mien, puisque la partie culture que vous maîtrisez plus que moi j'y ai œuvré en tant que l'autre et le principal affectataire, qui est le ministère de la Défense, avec les moyens nous aussi qui sont les nôtres dans cet environnement de restructuration permanente qui anime la défense depuis 30 ans. Nous, c'est presque une culture, la restructuration, elle n'est jamais achevée. Je salue d'ailleurs le compte-rendu que vous avez fait. Vous avez cité M. Chapelot, et là j'ai partagé probablement avec lui les plus belles réunions de chantier de ma carrière, puisque sur le plan culturel, il a dirigé les fouilles château, et que nous, on devait fournir les moyens techniques et matériels derrière pour pouvoir, au-delà des petites mains, l'air comprimé, les petits pinceaux, il y avait parfois la défense derrière qui venait fournir une pelle, un petit peu de manière imprévue, donc il fallait s'adapter tous les jours. Et avec M. Chapelot, nous avions des discussions parfois au-delà des horaires, je dirais, raisonnables, et qui, heureusement que les militaires sont des gens qui le sont 24 heures sur 24, nous nous efforcions de répondre avec les moyens qui étaient les nôtres, notamment avec le service du génie auquel j'avais l'honneur d'appartenir. Et finalement, où que je me trouve, j'ai un château. Ça a été Vincennes, et maintenant dans mes fonctions de maire, conseiller municipal, j'ai celui de Villers-Cotterêts. Donc je crois que j'aurai toujours un château à m'occuper. Alors je continue de suivre un petit peu ce qui se passe au château de Vincennes, même si j'ai passé le flambeau, puisque je ne suis plus en mesure d'y être, je suis détaché. Mais il y a beaucoup de démarches qui m'aident par rapport à ce que j'ai connu à Vincennes, et que j'en ai tiré beaucoup d'enseignements, une expérience qui m'aide pour le dossier de Villers-Cotterêts, pour savoir, pour pouvoir dire clairement ce qu'il n'est pas raisonnable d'envisager, et de savoir ce qu'il est possible de pouvoir espérer. C'est la raison pour laquelle cette vision de l'appel à idées, qui est d'abord, alors je le rappelle, cet appel à idées, c'est de vraiment trouver un projet qui puisse être mené sur le long terme avec des partenaires privés, les seuls aujourd'hui capables de financer un tel projet. Je rappelle quand même que la restauration complète du château de Villers-Cotterêts, dans son acceptation la plus globale, c'est entre 120 et 180 millions d'euros. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, 120 millions, c'est à peu près équivalent au budget annuel de France Domaine pour l'ensemble du territoire national pour une année. Voilà, donc ça replace les choses un petit peu dans leur contexte, d'où la difficulté. Donc il serait illusoire de croire qu'aujourd'hui l'État à lui seul pourrait porter ce projet. C'est très clair, que ce soit la culture ou tout autre ministère, aujourd'hui l'argent est rare, les missions sont énormes, vous avez parlé d'autres sites, et il faut penser à eux aussi. Donc voilà, il est très clair que c'est tout le challenge du château de Villers-Cotterêts. Alors la particularité aussi du château de Villers-Cotterêts, qui est à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient, c'est que souvent, les projets sont des projets qui ne peuvent pas rentrer dans l'enveloppe, puisque les sites sont trop étroits, trop exigus. Il est très difficile de le faire rentrer, et c'est pour ça qu'il est très compliqué de pouvoir transformer certains sites qui ne correspondent pas. À Villers-Cotterêts, c'est l'inverse.
la chaude, la surface bâtie disponible est très importante et il est très difficile de trouver un projet qui soit à sa mesure. La façade, telle qu'on le voit côté ville, ne laisse pas présager, on ne peut pas deviner si on n'est pas rentré à l'intérieur, les espaces qui sont disponibles derrière, puisque les formes du château, les caractéristiques géométriques, il est très en profondeur et la façade ne donne pas du tout la mesure du patrimoine que l'on a à sauver.